L'Union européenne est morte, vive l'Europe, c'est le titre de l'ouvrage de mon invité. Pour ce Zoom du jour, Franck Alizio, bonjour monsieur. Bonjour. Franck Alizio, pour nos téléspectateurs, je vais commencer par vous présenter. Vous avez donc été conseiller ministériel sous le quinquennat Sarkozy, président national des jeunes actifs de l'UMP et membre dirigeant de l'équipe de ce parti, donc l'UMP. Des fonctions que vous avez quittées pour rejoindre le Front National en 2015. Vous êtes aujourd'hui vice-président du groupe Rassemblement National au Conseil régional de PACA et également membre de l'équipe de campagne donc du RN, le Rassemblement National pour les prochaines européennes. Et vous nous présentez donc cet ouvrage, L'Union européenne est morte, vive l'Europe. C'est édité chez Godefroy de Bouillon. Vous comparez, Franck Alizio, l'Europe de Bruxelles à la saga Star Wars. Est-ce que vous vous prenez pour un chevalier de Jedi et la Commission européenne pour l'étoile de la mort ? Je ne sais pas si je me prends pour un chevalier de Jedi, mais ce que je voulais dire par là, et ça paraît évident pour tous les fans de Star Wars qui ont quelques notions de droit européen ou d'histoire de l'Union européenne et vice-versa d'ailleurs, c'est que nous avons un système qui, en prétextant vouloir faire le bien, sert ses intérêts. Je ne sais pas si elle fait le mal, mais en tout cas, elle sert ses intérêts. Vous avez à l'origine une série de petites républiques indépendantes sympathiques qui s'entendent plutôt bien. Ce sont les nations européennes. En tout cas, à partir de 1945, il y a une vraie paix qui se fait, notamment grâce pas du tout à l'Europe, même si c'est pas l'Union européenne à l'époque, mais plutôt au plan Marshall et à la guerre froide. Donc c'est une paix qui s'impose historiquement et non fonctionnellement par la structure que sera l'Europe. Et à partir de là, vous avez un système supranational qui vient vouloir chapeauter, régenter, réglementer, tout ça en prétextant que ça irait mieux et que, en gros, l'Empire, c'est la paix. Car, je le dis dans le livre, je ne suis pas le seul à le dire, mais l'Union européenne, c'est un empire. Et donc là aussi, une comparaison, une ressemblance avec Star Wars. Oui, vous avez cette étoile noire qui est lointaine, qui n'a plus aucun lien démocratique avec les peuples sur lesquels elle exerce sa férule. Un empire co-dirigé par Goldman Sachs, puisque vous dénoncez le fait que les anciens commissaires ou anciens présidents de la Commission européenne, ce soient tous d'anciens agents de cette banque américaine, donc Goldman Sachs. José Manuel Barroso y est allé après avoir dirigé l'Union européenne. Donc on voit que ces intérêts de l'Union européenne sont en réalité reliés directement aux intérêts bancaires. On va dire que chaque structure a son école de formation. En France, on a l'ENA, l'Union européenne, ils ont Goldman Sachs. C'est-à-dire qu'il y a vous avez tous les grands leaders européens, la plupart du temps des apparatchiks, des hauts fonctionnaires, des gens qui ne sont pas élus, les commissaires ne sont pas élus, le président de la commission n'est pas élu, et tous ces gens-là ont eu un rapport soit avant de passer par l'Union européenne, soit après avec Goldman Sachs. C'est pour ça que je compare ça un peu à une forme d'ENA eurocrate. Et alors à propos de Star Wars, vous l'évoquez dans votre ouvrage et je l'ignorais, c'est vrai, le président de la Commission européenne, l'actuel Jean-Claude Juncker a affirmé lors d'une tribune avec tout un tas de commissaires à ses côtés qu'il avait parlé aux dirigeants d'autres planètes. Donc voilà, on voit la réaction, en tout cas plutôt l'absence de réaction des gens qui l'entourent. Il n'y a aucun problème. Jean-Claude Juncker parle de ses relations avec des dirigeants extraterrestres. Oui, ça, le petit extrait est consultable sur Internet très facilement. Malheureusement, il est révélateur au-delà de la comparaison avec Star Wars, il est révélateur de l'abus de boisson, puisque non, c'est pas un secret. Toutes les presses du monde entier en parlent, sauf la presse française, de l'abus de boisson de M. Juncker.
Les ennuis des uns et des autres de santé importent peu, mais c'est toujours pareil, c'est un petit peu inquiétant d'avoir 500 millions d'habitants et on n'a rien trouvé de mieux pour les incarner, pour les diriger, pour les coordonner que quelqu'un comme M. Juncker et avant comme M. Barroso qui est allé immédiatement après se vendre à Goldman Sachs. Franchement, c'est du mépris pour les peuples européens et c'est dangereux pour les intérêts des peuples européens. Alors vous évoquez aussi, vous listez toute cette idéologie que l'Union européenne diffuse en Europe. Vous citez le politiquement correct, le libéralisme technocratique, l'austérité économique, le sans-frontiérisme. Et d'ailleurs, on peut reprendre cette expression que l'ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin, Hubert Védrine, avait utilisée, qualifiant l'Union européenne d'idiot utile du village global. Oui, parce que l'Union européenne, ce n'est pas qu'une grosse bureaucratie technocratique, ce ne sont pas non que des intérêts pour la plupart privés, c'est des lobbies de toutes les grandes industries. En gros, il n'y a que les artisans, les commerçants, les petites PME, les indépendants qui ne peuvent pas imposer leur volonté à Bruxelles. Les grands groupes, eux, peuvent l'imposer. Et à côté de ça, vous n'avez pas que ça, vous n'avez pas que des intérêts, vous n'avez pas qu'un système qui n'est gouverné que par lui-même, comme un bateau ivre qui n'a pas véritablement de gouvernail, puisque quand c'est pas quand une ligne n'est pas définie démocratiquement, alors elle est définie par les hauts fonctionnaires. C'est ce qu'on appelle la technocratie. Mais derrière ça, vous avez aussi, et c'est ça qui est dangereux, une idéologie. Et c'est l'idéologie plus largement ce qu'on appelle communément le politiquement correct. Et en effet, quand on parle de libéralisme technocratique, il n'a de libéralisme que le nom, parce que le libéralisme, Seguin le disait dans son fameux discours en 92 devant l'Assemblée nationale, à l'occasion du référendum sur le traité de Maastricht. Exactement, c'est un faux libéralisme. L'Union européenne, c'est un fédéralisme qui a échoué, c'est un fédéralisme au rabais, et c'est un faux libéralisme qui est un libéralisme de connivence, qui est une vraie technocratie. À minima de connivence. Mais il faut bien chercher la liberté. Je vous rappelle que la France, c'est un État éminent de l'Union européenne et c'est le champion mondial des impôts. Bon, on est très 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 loin de l'idée que je me fais de la liberté économique. Pour en finir, Franck Alizio, avec la critique de l'Union européenne qui occupe la première partie de votre ouvrage, vous dites que l'Union européenne est moins capable de défendre un de ses États membres devant l'OMC qu'un État proprement dit. L'Union européenne ne prend pas les intérêts des pays les uns après les autres. C'est un gloubi-boulga global. Oui, c'est ce dont je me suis aperçu lorsque j'étais conseiller du ministre chargé du commerce extérieur, tout simplement. Pierre Lellouche, sous Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire que vous avez à vouloir défendre les intérêts les intérêts commerciaux de 28 pays. Vous arrivez forcément à une espèce de dénominateur commun qui est tout petit et qui ne satisfait personne. Donc vous défendez les intérêts de personne. Si chacun de ces États allait, vu que c'est un rapport de force juridique, puisque l'OMC tranche les rapports de force commerciaux par le droit, eh bien aujourd'hui la Suisse se défend beaucoup mieux ses intérêts commerciaux, la toute petite Suisse, que le mastodonte qu'est l'Union européenne, tout simplement. Donc quand on nous explique que l'Union fait la force, bien là en l'occurrence, très précisément, l'Union fait la faiblesse. Franck Alizio, dans la deuxième partie de votre ouvrage, vous évoquez donc les causes de cette idéologie montant dans l'Union européenne, à savoir l'idéologie, ou plutôt la méthode de l'un de ses pères fondateurs, à savoir Jean Monnet, et vous parlez de cette méthode des petits pas. Quelle est cette méthode ? La méthode des petits pas, c'est celle qui s'affranchit de la démocratie. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire avancer un projet, mais que vous considérez que les peuples sont pas assez intelligents pour le comprendre, ça rappelle le mot du président du groupe LREM qui disait le projet de Macron est trop intelligent pour que les gens le comprennent. Bon, merci pour nous. Donc l'idée c'est, puisque vous avez un problème avec la démocratie, je vous rappelle que le projet européen n'a été en tout et pour tout validé qu'une fois dans son histoire par le peuple français et par la plupart des autres peuples européens aussi. D'ailleurs, une seule fois, c'était à Maastricht, par 51
contre 49. Et en 2005, il a été rejeté cette fois-ci. Et tout le monde est pas, enfin, et le gouvernement, et d'ailleurs la plupart des partis de gouvernement sont passés outre d'accord ensemble. Donc oui, clairement, c'est une stratégie des petits pas, c'est une stratégie de l'engrenage. C'est-à-dire on fait accepter un tout petit abandon de souveraineté, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et tout ça se règle toujours dans le secret des cabinets. Jamais au grand jour comme dans une démocratie. Vous le dites, comme dans toutes les citoyens ne doivent d'ailleurs. jamais distinguer la logique, le but final que l'on veut atteindre. Tout à fait, tout à fait. Et à chaque fois, vous avez des petits bouts. Donc on vous dit l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la croissance. À chaque fois, tout ça s'avère faux. Hein. D'abord, ce n'est pas l'Europe qu'on a construite, c'est l'Union européenne. On aurait aimé qu'une Europe, on va en parler, mais on aurait aimé qu'une véritable Europe se construise, une Europe politique. Mais c'est une Union européenne, c'est une union bureaucratique qui s'est construite et qui, au final, aujourd'hui, et c'est ce que j'essaie d'expliquer à travers le livre, c'est qu'on est à l'intérieur de la machine. On se rend compte de manière beaucoup plus frappante que cette Europe s'est construite à côté des peuples pour se retourner contre les peuples européens. Alors, vous affirmez, Franck Alizio, et c'est assez inquiétant, en tout cas, je pense que les citoyens européens s'en sont aperçus, que l'Union européenne est incapable de se réformer. Alors, à quoi bon aller voter au prochain scrutin en mai prochain ? C'est pas parce que quelque chose est impossible à réformer qu'il faut pas tenter de le changer. Parce que là, il faut le changer en profondeur. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas été d'accord avec la Ve République, par exemple, qui sont nos institutions, bien ça les empêche pas. Monsieur Mélenchon, par exemple, il n'est pas d'accord avec la Ve République. Bon, les institutions, ça l'empêche pas de se présenter pour dire qu'il veut remettre en cause la Ve. Ce qu'on confond, c'est que être contre l'Union européenne, c'est pas être contre l'Europe, c'est être contre le régime politique actuel qui régit les relations entre les nations européennes. Mais ce ne sont que des institutions, les institutions du moment, ce n'est qu'une constitution, bien que ça n'a même pas le nom du moment. C'est-à-dire que nous, on est pour défendre une alternance à ça, un autre choix, une alternative. Alors maintenant, que pourraient faire précisément, parce que vous avez raison, c'est une vraie question, que pourraient faire précisément nos députés qui défendent cette Europe des nations? Quand je dis nos députés, c'est au sens large, hein, nos alliés italiens, nos alliés polonais, nos alliés autrichiens. Que pourraient-ils faire s'ils étaient majoritaires? Parce que le but de toute opposition, c'est de devenir majoritaire. Donc pour refondre les traités, ça c'est votre projet. La majorité, s'il y avait une majorité qui défend nos idées, l'Europe des nations, au sein du Parlement européen, le 26 mai au soir, eh bien par exemple, ce Parlement européen, avec cette majorité, pourrait demander la convocation d'une conférence intergouvernementale. Et une conférence intergouvernementale, c'est ce qui est le prélude à une refondation des traités. C'est-à-dire, si on veut faire un nouveau traité européen demain, par exemple un traité des souverainetés et de la coopération européenne, qui succéderait au traité actuel qui régit l'Union européenne, eh bien, il faudrait passer par une conférence intergouvernementale. Eh bien, une majorité d'eurodéputés qui défendent nos idées aurait les moyens de convoquer cette conférence intergouvernementale. Après, aux chefs d'État et de gouvernement de construire ce nouveau traité. Vous imaginez bien qu'avec la pression populaire, avec la pression démocratique qu'il y aurait après que cette majorité se soit dégagée au Parlement européen, ça changerait tout et ça rendrait possible une autre Europe. Mais c'est bien les exécutifs de chacun des pays, des États membres, qui envoient chacun un commissaire pour les représenter à la Commission européenne. Oui. Voilà, on avait bien vu que Pierre Moscovici avait été désigné par le président Hollande pour représenter la France. Donc, je veux dire, Emmanuel Macron, aujourd'hui, il enverrait l'un de ses émissaires et peut-être pas le représentant d'un membre de la nouvelle majorité. Oui, mais alors, deux choses. La première, c'est qu'une conférence intergouvernementale, c'est-à-dire une renégociation, en gros, la rédaction d'un nouveau traité, ça prendrait un petit peu de temps. Ce petit bout de temps, je pense qu'il serait largement suffisant pour attendre 2022 et donc l'arrivée de Marine Le Pen à la présidence de la République. Donc, je vous rassure, ça durera assez de temps pour que les exécutifs dans les différents États européens soient à l'image de cette majorité au Parlement européen, c'est-à-dire pour une Europe des nations. Deuxièmement, les commissaires, de toute manière, oui, ils sont nommés par les États, mais la Commission européenne, je le dis dans le livre, c'est la position également du Rassemblement national, la Commission européenne doit disparaître pour céder la place à un secrétariat général qui serait juste là pour mettre en musique, pour mettre en œuvre, pour exécuter les décisions du Conseil européen qui, lui, est le véritable
organe exécutif de ce que devrait être une Europe des nations, parce qu'il rassemble les volontés de chaque État national à travers son chef de gouvernement ou son chef d'État. Une primauté, donc, voilà, vous appuyez sur ce principe de la primauté du droit national qui viendrait par-dessus donc le droit européen. Oui, mais l'Europe qui réussit à fonctionner comme ça, enfin, et puis il y a une logique à ce que le droit national, qui est l'expression de la volonté de chaque peuple, soit supérieur au droit européen. C'était d'ailleurs ce qu'avait proposé le général de Gaulle à travers son plan Fouché d'union d'États souverains qui avait finalement été rejeté. C'est ça, c'est c'est pas une fédération, ça serait une confédération, votre projet. Tout à fait, exactement. Tout à fait. C'est ce que l'Europe a été. Allez, on va dire plus ou moins jusqu'en 1986, et c'est ce qui a fonctionné. C'est les coopérations entre les États. C'est cette Europe à la carte où les États, où les peuples décidaient de s'unir sur tel ou tel projet. C'est ça qui a fonctionné. Et d'ailleurs, nos présidents, jusqu'à François Mitterrand, ont plutôt défendu cette idée, y compris un ami de Jean Monnet, comme a pu l'être dans sa jeunesse, Valéry Giscard d'Estaing, lorsqu'il est président français. Et je l'explique dans le livre, il défend quand même une Europe, il défend clairement d'ailleurs, une Europe intergouvernementale. C'est lui d'ailleurs qui demande la création et qui obtient la création du Conseil européen, qui est pour le coup un organe véritablement intergouvernemental et en aucun cas supranational, puisqu'il rassemble les chefs d'État et de gouvernement européens. Pour aller un petit peu plus loin dans cet esprit de reconquête de la souveraineté juridique, pensez-vous qu'il faille, lorsque cette nouvelle majorité arrivera, qu'il faille supprimer la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme ? Il faut à minima la renégocier. C'est juste pas possible que là, pour le coup, on est dans le cas typique d'une Union européenne, puisque la CEDH est quand même une émanation de l'Union européenne, à minima idéologiquement parlant. La CEDH doit être refondée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pas rentrer dans les détails, mais ce qui fait qu'aujourd'hui les terroristes sont défendus par la CEDH, qu'on empêche un État comme la France, un État comme l'Italie de renvoyer chez lui un terroriste étranger qui est venu commettre des attentats ou qui a ambitionné de commettre des attentats chez nous, c'est la CEDH. Bon, là, tout simplement, on voit bien que la CEDH se retourne contre les peuples européens. Notre priorité et le devoir d'un gouvernant, le devoir d'un dirigeant, c'est de protéger son peuple. Donc oui, la CEDH, à minima, il faut supprimer les recours individuels. C'est ce qui permet à des terroristes d'arguer de la loi européenne pour rester dans un pays contre lequel ils ont attenté. Autre forme, alors je vais peut-être aller un peu loin, mais de terrorisme économique, c'est le principe de l'extraterritorialité des lois, le fait que l'Amérique puisse nous imposer ses principes juridiques avec, par exemple, ces dernières années, on avait vu la condamnation de la banque BNP Paribas au paiement d'une dette, d'une amende exorbitante, je crois, qui avoisinait les 6 milliards d'euros. Alors, les États-Unis défendent leurs intérêts. Oui, il ne vous a pas échappé qu'il y avait quelqu'un qui était plutôt souverainiste à la tête des États-Unis qui s'appelle Donald Trump. Mais soyons honnêtes, on dit toujours Donald Trump. Il y a toute une série de lois, notamment protectionnistes, qui existent depuis Roosevelt, qui est pourtant l'idole de toutes les gauches du monde. Les États-Unis et les dirigeants américains sont des gens qui défendent leurs intérêts. Moi, tout ce que je demande et tout ce que demande le Rassemblement national, c'est que les dirigeants européens et les dirigeants français, puisqu'on parle avant tout de notre pays, bien défendent les intérêts français. Voilà. Donc, en effet, l'extraterritorialité du droit américain aujourd'hui, c'est une technique qui vise à défendre par tout moyen et parfois des moyens pas très honnêtes, pas très réguliers, les intérêts américains. À nous de faire la même chose, à nous de nous défendre, à nous de mettre en place un protectionnisme à plusieurs étages d'ailleurs. Le protectionnisme local, ça peut exister, mais c'est comme une poupée russe. Au-dessus, il y a le protectionnisme national. En gros, tout ce qu'on peut consommer, produire au niveau local, il faut le consommer et le produire. C'est ce dont on parle quand on parle de localisme. Tout ce qu'on ne peut pas, eh bien, il faut essayer de le consommer et de le produire nationalement. Et tout ce qu'on ne peut pas,
pas produire et consommer nationalement, le produire et le consommer au niveau européen. Mais il y a une logique, il y a une cohérence dans le protectionnisme. Et tous les autres grands États du monde, toutes les grandes économies se protègent. Nous demandons juste à la France et à l'Union européenne de faire ce que font tous les autres grands pays. La Chine, le Japon, les États-Unis, même le Canada. Même le Canada protège ses marchés publics. D'ailleurs, la Suisse. vous l'illustrez, Franck Alizio, ce principe de protection des intérêts économiques européens, en tout cas enrayer ce déclin économique. Vous évoquez ce film qui avait été primé aux Oscars, The Artist, avec Jean Dujardin. Quel rapport avec la protection des intérêts économiques européens? Mais là, c'est l'illustration de la pire hypocrisie du système. C'est-à-dire que The Artist, tout le monde se rappelle de ce film, qui a eu un succès énorme. Je ne sais pas combien de films français ont eu un Oscar, mais probablement très 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 peu. Eh bien, ce succès planétaire français existe et n'a pu être uniquement parce que aujourd'hui, le cinéma et de manière générale toutes les industries culturelles sont protégées. Il y a un véritable protectionnisme, ce qu'on appelle l'exception culturelle. Ce n'est qu'une politique protectionniste. Et en plus, la plus classique, quand on parle de protectionnisme souple, protectionnisme dur, là, sur les industries culturelles, on est dans du protectionnisme dur. Donc la seule question que j'ai, c'est pourquoi un artiste, un cinéaste, un réalisateur a le droit d'être protégé, et tant mieux, et j'applaudis, mais pourquoi alors l'entrepreneur, les industries françaises, l'artisan, le commerçant, l'agriculteur français, lui n'a pas le droit à la même protection. Si on arrive à faire une entorse sur l'industrie culturelle et que ça fonctionne, ça devrait nous encourager à le faire dans tous nos secteurs d'activité, afin qu'il y ait des champions comme The Artist dans tous les secteurs d'activité, plutôt que de se faire bouffer la laine sur le dos sur tous les autres secteurs, l'industrie, l'agriculture. Mais Franck Alizio, en matière de protectionnisme, tous les libéraux vous diront que si on rétablit des règles de protection, les autres États voudront en quelque sorte un petit peu se venger et mettront en place ces mesures de rétorsion pour un petit peu nous punir du fait qu'on se protège. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour négocier avec les autres États et qu'il n'y ait pas de mesures de rétorsion? Mais c'est déjà le cas. Mais les États-Unis se protègent, donc ils pourront pas faire plus. La Chine se protège. Pour l'instant, tout le monde se protège. Ces mesures de rétorsion, elles existent déjà. C'est leur politique commerciale. Nous n'avons pas de politique commerciale. Ou sinon, notre politique commerciale, c'est être ouvert à tous les vents. Donc, il ne peut pas avoir de rétorsion, puisque c'est déjà le cas. Il y a déjà une compétition commerciale. Il y a déjà quelque part une guerre commerciale. Sauf que nous refusons de prendre les armes, au moins à titre défensif. Alors, autre récupération de souveraineté, Franck Alizio, vous l'évoquez dans votre ouvrage, c'est le rétablissement des frontières nationales pour faire face à cette submersion, c'est votre mot, dans votre ouvrage, cette submersion migratoire. Est-ce que vous pensez réellement que des gardes frontières pourront empêcher ce flux migratoire inédit dans l'histoire? C'est parce qu'il est inédit dans l'histoire qu'il est urgent de rétablir le principe des doubles frontières. Nous ne sommes pas contre le principe de frontières européennes, sachant que des frontières européennes, ça voudrait dire que les Européens mettent en commun certains moyens pour renforcer les États qui subissent le plus de pression migratoire. Donc c'est Frontex, c'est la Frontex. police extérieure européenne. Voilà, sauf que les moyens de Frontex, vous les connaissez comme moi, c'est quelques centaines de personnes. Donc je crois que c'est 500 millions d'euros le budget. C'est ridicule, c'est absolument ridicule. Donc mais il faut en plus de ça, pourquoi s'interdire d'avoir une double protection? Pourquoi s'interdire d'avoir une porte qui ferme à clé en bas de votre immeuble et une porte qui ferme à clé à votre appartement? Bon, on a ça dans toutes nos maisons, on a ça chez nous. Bon, et bien là c'est pareil, voilà. Il faut une porte commune, ça c'est aujourd'hui Frontex ne fonctionne pas. Donc je préférerais qu'on parle d'autre chose, mais des frontières européennes dans lesquelles on concentre, on mutualise nos moyens pour avoir une meilleure protection. Et puis après, chaque pays. Parce que si vous avez une double protection, eh bien le terroriste, il a 2 fois plus de chances de se faire attraper. Il a 2 fois plus de chances de ne pas réussir à aller au bout de son forfait. Donc,
on a besoin, et comme vous dites, c'est vital, c'est nécessaire, et derrière, il y a aussi toute une réflexion et toute une refondation de notre politique d'immigration, évidemment, parce que si vous gardez les mêmes règles en matière d'immigration, avec le regroupement familial, avec le droit du sol, avec un droit d'asile qui est donné de manière, interprété de manière totalement démentielle, alors vous ne changerez rien, évidemment. C'est des frontières, mais également une politique d'immigration complètement repensée. Le Japon ou l'Australie réussit parfaitement. Je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas s'inspirer de ce qui marche, encore une fois. Alors, justement, à propos du Japon et de l'Australie, pour combattre cette submersion migratoire, vous évoquez, donc, on y revient, les propos d'Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin. Il disait « Un recours à la force sera à un moment ou à un autre inévitable ». Quel coup de force, de quoi parle-t-il ? Concrètement, il parle par exemple de détruire les rafios, les bateaux qui font les allers-retours. Bien évidemment, pas avec les migrants à l'intérieur. Le rafio, par définition, il fait un va-et-vient. À un moment donné, ce rafio, il est vide. À un moment donné, ce rafio pourrait être tout simplement coulé. Voilà, il faut s'attaquer aux outils professionnels des passeurs. Voilà. Et quand je parle d'outils professionnels, ce sont des outils de mort. Alors évidemment, ça serait pour traiter les conséquences. On n'aura pas le temps de le traiter aujourd'hui, Franck Alicio. J'invite évidemment nos téléspectateurs à se procurer votre ouvrage, puisque vous parlez d'un plan Marshall pour l'Afrique, donc prendre le problème à la racine et donc débloquer des fonds pour développer un petit peu l'Afrique et faire de la coopération avec tous les États africains. Ma dernière question, Franck Alicio, c'est quelle valeur prônez-vous pour cette nouvelle Europe, contraire à celle que le président Macron évoque, le libre-échange intégral, ce politiquement correct que vous dénoncez, également ce sans-frontiérisme. Quelle valeur voulez-vous mettre en place quand vous arriverez avec les autres populistes européens ? En priorité, la liberté et la démocratie pour les peuples. Parce qu'aujourd'hui, cette liberté des peuples et cette démocratie, elle est bafouée depuis 30 ans. Donc l'Europe des nations, c'est avant tout un retour à la démocratie. C'est un printemps des peuples européens. Et la deuxième valeur, n'en déplaise à nos adversaires qui nous caricaturent parce que c'est facile de le faire et c'est le jeu, vous avez raison, l'humanisme. L'humanisme, parce que par exemple, la dernière réflexion que vous faites, vous avez parfaitement raison. Lorsqu'on dit on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, selon l'expression consacrée, mais en revanche, on peut aller aider les gens à rester chez eux, à se développer chez eux. Un humanisme droit-de-l'homiste. Et donc, droit-de-l'homiste, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce que je sais, c'est que moi, j'entends le cardinal Sarah lorsqu'il dit il n'y a rien de pire qu'un déraciné. Il faut aider les gens de partout, de même que nous ne voulons pas être déracinés par une subversion migratoire. Eh bien, nous proposons au peuple africain de se développer en s'enracinant, en grandissant chez eux, en se développant chez eux. Alors, il y aurait même pour le bien de l'Afrique. Ça serait le bien de l'Afrique. Leurs ressources humaines. Évidemment. Il n'y a rien de pire qu'un continent qui perd ses forces vives. Et ces forces vives viennent mourir et être malheureuses, soit en Méditerranée, soit être malheureuses sur le continent européen. Donc c'est du perdant-perdant. Eh bien, il faut revenir à quelque chose de plus sain. Et donc c'est ça le véritable humanisme. Franck Alicio, je rappelle à nos téléspectateurs le titre de votre ouvrage « L'Union européenne est morte. Vive l'Europe », c'est chez Godefroy de Bouillon. Merci Franck Alicio et bonne chance pour le prochain scrutin. Merci.